Le paradoxe du marché. Nous sommes le 2 décembre 2025. Le marché des crypto-monnaies ressemble à un champ de bataille après un effondrement spectaculaire. Le crash du Bitcoin. Le Bitcoin a subi une correction violente, passant de plus de 130 000 $ à environ 87 000 $, soit une perte de 30% en un temps record. L'hémorragie globale. La capitalisation totale du marché a chuté de 4 à moins de 3 billions de dollars, faisant s'évaporer plus de 1000 milliards de dollars. Pourtant, au milieu de cette panique, le Pi Network affiche une stabilité insolente, avec une baisse de seulement 2% sur 7 jours, alors que des géants comme BNB ou XRP perdent 15 à 20%. Ce contraste total est dû à sa nature de mainnet fermé, une bulle protectrice qui empêche la vente panique sur les échanges externes. L'économie réelle qui s'éveille. Loin de la spéculation pure, la promesse du Pi Network est en train de se matérialiser. L'économie théorique devient pratique grâce au lancement des transactions de pair à pair, P2P. Utilisation concrète. Les utilisateurs ne se contentent plus d'accumuler, ils échangent de la valeur. On note des transactions pour des repas au Vietnam, des produits du quotidien en Corée du Sud et aux États-Unis. L'exemple frappant. Un concessionnaire BYD en Chine aurait vendu des véhicules neufs payés entièrement en pays, prouvant que le projet change d'échelle. L'objectif initial qui était de construire les routes et les villes, l'utilité, avant d'ouvrir les frontières, le marché, semble porter ses fruits. Le mythe des 314 159 $. Ce qui suscite le plus d'interrogations et de scepticisme est la Global Consensus Value, GCV, prix versus valeur. Il existe une différence fondamentale entre le prix de marché fixé par l'offre de la demande et cette GCV de 314 159 $, qui agit comme un contrat social ou une croyance commune pour les échanges internes. L'application réelle. Si certains commerçants croyants l'appliquent à 100%, d'autres sont plus pragmatiques, mais ce chiffre reste l'horizon psychologique de la communauté. Le piège des IOU. Attention aux faux PI qui s'échangent pour quelques dizaines de dollars sur certaines plateformes, ce sont des reconnaissances de dettes spéculatives et non les vrais jetons de l'écosystème. Vers une nation numérique. L'avenir du Pi Network ne repose pas sur le buzz, mais sur une stratégie de rareté et d'utilité massive pour transformer l'essai. Le virage gaming, un partenariat majeur avec Seed Games, vise à intégrer le pays dans le marché du jeu vidéo, 200 milliards de dollars, pour l'achat d'objets in-game, créant une demande organique et ludique. La rareté programmée, pour 2026, on parle d'un échange décentralisé d'ex-propres projets, et surtout de la fin du minage, ce qui stopperait l'émission de nouveaux jetons et soutiendrait la valeur par la raréfaction de l'offre. L'expérience ultime. Pi Network tente de devenir une véritable nation numérique avec ses citoyens vérifiés, KYC, et son économie interne, défiant l'idée que la monnaie doit forcément être garantie par un État. On est le 2 décembre 2025 et le marché des cryptos, c'est un vrai champ de bataille en ce moment. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Bitcoin, après avoir touché des sommets, a décroché, mais violemment. La panique est partout. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, il y a un projet qui a l'air de vivre dans sa propre réalité. Un projet qui fait énormément parler. Exactement. Pi Network. C'est un paradoxe total. D'un côté, on a des analyses de marché qui parlent de peur extrême, des graphiques rouges vifs partout. Et de l'autre, des rapports sur Pi qui montrent une économie qui naît, des vraies transactions, des projets qui s'accélèrent. C'est un cas d'école. C'est ça. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On a rassemblé pas mal de sources pour essayer de comprendre ce qui se passe. Notre mission, c'est d'aller au-delà du buzz. Pour voir si c'est du solide. Voilà. Est-ce qu'une vraie économie est en train de naître ou est-ce que c'est juste une illusion bien menée ? Et pour ça, il y a deux questions qui ressortent de tous les documents, deux questions incontournables. Je t'écoute. La première, à quoi sert concrètement le Pi aujourd'hui, là, maintenant ? Et la deuxième, celle que tout le monde se pose. Ah, le fameux chiffre. Le fameux chiffre. Que penser de cette valeur de consensus, ce 314,159 $? Est-ce que c'est un objectif crédible ou une pure fantaisie collective ? C'est parti. Pour bien comprendre le phénomène Pi, il faut qu'on plante le décor du marché global. Et franchement, il n'est pas beau à voir. Pas du tout. Le Bitcoin a pris une claque monumentale. Il est passé de plus de 130 000 $ à environ 87 000. C'est une perte de plus de 30% en très peu de temps. C'est une purge, hein, clairement. La capitalisation totale du marché crypto, elle est passée de plus de 4 billions à moins de 3.
C'est énorme. Plus de 1000 milliards de dollars qui se sont évaporés. C'est colossal. Et l'impact psychologique sur les investisseurs, il est terrible. Et c'est là que ça devient étrange. Alors que tout s'effondre, les sources qu'on a consultées montrent que Pi Network, lui, affiche une stabilité. Presque insolente. C'est le mot. Une analyse parle d'une baisse de seulement 2% sur 7 jours. Comment c'est possible quand des géants comme BNB ou XRP perdent 15-20%? C'est la première pièce du puzzle. Cette stabilité, elle vient surtout du fait que Pi opère dans ce qu'ils appellent un mainnet fermé. D'accord. Il n'est pas listé sur les grosses plateformes genre Binance ou Coinbase. Donc les gens qui en ont ne peuvent pas juste tout vendre en panique comme pour le reste. Ça le protège de la spéculation extérieure, en fait. C'est une sorte de bulle protectrice, exactement. Mais j'imagine que ça veut pas dire que tout est parfait à l'intérieur de cette bulle. Non, justement, faut regarder dans le détail. Une analyse technique un peu plus poussée mentionne un indicateur, le CMF, le Chaikin Money Flow. Ok, qu'est-ce que c'est? En gros, sans tomber dans le jargon, c'est comme regarder si plus d'argent entre dans un magasin qu'il n'en sort. Et pour Pi, même si le prix est stable, on voit que quelques gros portefeuilles commencent à retirer leurs billes discrètement au sein du réseau. Ah, c'est intéressant ça. Donc c'est pas l'alarme incendie, mais on voit une petite fumée au loin qu'il faut garder à l'œil. C'est exactement ça. Ça pourrait être le signe d'une future pression à la vente. La stabilité d'aujourd'hui, c'est un fait, mais c'est pas une garantie pour toujours. Et ça nous amène à la vraie question. Si les gens peuvent pas vendre, qu'est-ce qu'ils font avec leur Pi? Et la réponse, c'est qu'ils commencent à les utiliser. C'est la grosse mise à jour dont tout le monde parle. Le lancement des transactions de pair à pair, le P2P, directement dans l'application. Voilà. L'économie qui était théorique devient pratique. C'est le tournant du projet, non? Complètement. Après des années à juste appuyer sur un bouton pour accumuler des jetons, les millions d'utilisateurs peuvent enfin s'échanger de la valeur. L'utilité est née. Mais attends, parce que quand on lit les rapports, on parle pas juste de quelqu'un qui paie son café. Non, on est au-delà de ça. Une de nos sources documente le cas d'un concessionnaire automobile BYD en Chine. Il aurait vendu des dizaines de véhicules neufs contre des Pi. Des voitures. On change complètement d'échelle, là. C'est un exemple frappant. Et il n'est pas isolé. On a des traces de transactions pour des repas au Vietnam, des produits de tous les jours en Corée du Sud, et même des échanges aux États-Unis. C'est le début d'une économie circulaire, en fait. C'est ça. Ça s'amorce de manière totalement organique. Mais cette approche, le mainnet fermé, cette idée de se couper du monde pendant si longtemps, c'était pas un risque énorme? La communauté aurait pu se lasser, abandonner bien avant que la moindre transaction soit possible. C'était un pari, absolument. Ah oui, oui. Mais un pari calculé. Une de nos sources est une analyse des documents fondateurs du projet. Et leur crainte, depuis le début, c'était que si Pi était listé trop tôt, il deviendrait juste un jouet pour spéculateurs. Il aurait fait un pic et puis... Plus rien. Exactement. Le prix aurait explosé, puis implosé, et le projet serait mort avant même d'avoir pu prouver son utilité. Donc l'idée, c'était de forcer la création de l'utilité avant de créer un prix de marché. C'est une excellente analogie. Construire les routes et les villes avant d'ouvrir les frontières. Laisser la communauté s'approprier la monnaie, lui donner une valeur d'usage avant de la jeter dans l'arène des marchés financiers. Et cette valeur d'usage, ça nous amène au sujet qui fâche. Le sujet le plus controversé, oui. Ce chiffre qui semble venu d'une autre planète. 314,15 $. La fameuse Global Consensus Value, la GCV. On est d'accord, pour quelqu'un de l'extérieur, ça paraît complètement délirant. C'est là qu'on touche au cœur de l'expérience Pi. Et il faut vraiment faire la distinction qu'une de nos sources martèle, la différence entre prix et valeur. Explique-nous ça. Le prix, un jour, ce sera l'offre et la demande sur les bourses d'échange qui le fixeront. La valeur, cette GCV, c'est un phénomène social. C'est un contrat social, une croyance commune adoptée par une grande partie de la communauté pour servir de référence dans leurs échanges. Un contrat social. C'est presque philosophique comme approche. Ça l'est. Mais concrètement, ce concessionnaire BYD en Chine, comment il fixe son prix? Il prend la valeur en dollars de sa voiture et il divise par 314 199 pour avoir le prix en pièces? Alors, c'est là que la réalité du terrain est plus nuancée. La GCV, elle sert de point de référence, d'étalon. Certains commerçants, les plus croyants, on va dire, l'appliquent à 100%. D'accord. D'autres, plus pragmatiques, vont peut-être l'appliquer à 10% ou à 1% de cette valeur, mais le chiffre de 314 199 $ reste l'horizon commun. Il ancre la psychologie de l'échange.
Le test ultime, bien sûr, ce sera de voir ce qu'il restera de cette croyance le jour où le mainnet s'ouvrira au monde. Tout à fait. Et en attendant, il y a un piège à éviter. Plusieurs sources nous alertent sur ça. Ces pics qu'on voit s'échanger pour quelques dizaines de dollars sur des petites plateformes. Ce ne sont pas les vrais PI. Voilà. Non, absolument pas. Ce sont des IOU, des reconnaissances de dette. C'est purement spéculatif et l'équipe de PI a mis en garde un nombre incalculable de fois contre ces plateformes. Le vrai PI ne peut pas, pour l'instant, quitter l'écosystème fermé. Toute la valeur se construit à l'intérieur. C'est ça l'idée. D'accord. Donc, ils ont bâti cet écosystème, cette croyance interne. Mais comment on passe de la croyance à quelque chose de durable? Comment on crée une demande réelle qui pourrait un jour justifier une valeur pareille? Il faut de l'utilité à grande échelle. Et c'est justement leur prochaine étape stratégique. Qui est Sidi? Une annonce majeure apportée par plusieurs sources, un partenariat avec CD, une grosse boîte de développement de jeux vidéo en Asie. Ils lancent une plateforme CD Games qui sera entièrement intégrée à Pi. Intégrer une crypto dans les jeux, c'est pas nouveau. On a vu beaucoup de projets Play to Earn faire un gros buzz avant de s'effondrer. Qu'est-ce qui serait différent cette fois? C'est une excellente question. Et la stratégie semble plus fine. Le marché du jeu vidéo, c'est 200 milliards de dollars, 3 milliards de joueurs qui sont déjà habitués à utiliser des monnaies virtuelles. Oui, pour acheter des objets, des skins. Voilà. L'approche de Pi, c'est moins jouer pour gagner de l'argent, ce qui a créé des économies intenables, que d'utiliser ces Pi pour améliorer son expérience de jeu. La nuance est super importante. On est plus dans l'utilité directe que dans la spéculation. Exactement. Le joueur, il n'a pas besoin d'être un expert crypto. Il a des PIA sur son téléphone, il veut un nouvel objet dans son jeu, il l'achète avec ses PIA. C'est simple, c'est fluide. Ça crée une demande organique en fait. Une demande organique, un cas d'usage concret et amusant pour des millions de personnes potentielles. C'est très malin pour intégrer la monnaie dans un comportement de masse qui existe déjà. Et ce n'est pas le seul développement qui arrive, si je me fie à nos sources. 2026, on parle aussi d'un DEX. Un échange décentralisé, oui, propre à la blockchain PIA, et potentiellement de la fin du minage. Ouah, la fin du minage, ça, économiquement, c'est énorme. C'est crucial. Si c'est confirmé, ça veut dire que l'émission de nouveaux Pi va s'arrêter ou au moins ralentir très fort. L'offre totale deviendrait donc limitée, ou en tout cas beaucoup plus prévisible. Et la loi de l'offre et la demande est simple. Si l'offre se raréfie, Pendant que la demande augmente grâce aux jeux vidéo, aux nouvelles applis sur le DEX, alors la dynamique de base suggère un impact positif sur la valeur à long terme. C'est la thèse d'investissement derrière Pi. Créer la rareté d'un côté et une utilité massive de l'autre. tout ça semble très ambitieux, presque. Trop beau pour être vrai. Mais une telle croissance, même en circuit fermé, ça doit commencer à attirer l'attention. Des régulateurs, non? C'est le risque majeur qui plane sur le projet, c'est clair. Nos sources confirment que les gouvernements en Chine, au Vietnam, en Corée du Sud, Là où l'adoption est la plus forte. exactement, ils surveillent le projet de très très près. Des avertissements ont été émis. Quand on veut créer un système financier parallèle, on se heurte forcément à des défis juridiques, politiques. C'est un obstacle bien réel. Oui, et ça pourrait freiner l'adoption. Ça rappelle aussi qu'il faut rester prudent. L'écosystème du minage sur mobile, il est rempli de promesses, mais aussi de pièges. Plusieurs sources citent un autre projet, Interlink, comme un contre-exemple parfait. Ah oui, le cas Interlink est une bonne piqûre de rappel. Les analyses sont très critiques. Ils le qualifient de piège. Oui, le projet aurait promis un minage gratuit avant de finalement forcer ses utilisateurs à déposer de l'argent réel et à trader sur leur portefeuille pour valider les jetons minés. C'est l'inverse total de la démarche de Pi. Absolument. Ça montre qu'il faut regarder la logique et la patience d'un projet, pas juste la promesse de gains rapides. Et ça nous remène à la nature profonde de Pi. Une des sources résume ça très bien. Pi Network, c'est une expérience, peut-être la plus ambitieuse de l'histoire des cryptos. Les transactions P2P prouvent que l'économie interne fonctionne. Mais Mais la GCV reste une expérience sociale qui n'a pas encore été validée à grande échelle. Le projet est un tournant. Soit il devient révolutionnaire, soit il finit en simple note de bas de page de l'histoire. ok, alors si on récapitule, Pi, c'est plus juste une appli où on clique. C'est un écosystème fermé, mais vivant, avec de vraies transactions, de vrais biens, de vrais services. C'est ça.
Ensuite, ce chiffre fou de 314 599 $, ce n'est pas un prix de marché, c'est un accord social, une sorte de mythe fondateur qui guide l'économie de cette communauté. Et enfin, son avenir ne dépend pas de la spéculation, mais de sa capacité à transformer ce mythe en utilité bien réelle, comme avec cette grosse incursion dans le jeu vidéo. C'est une synthèse parfaite, et ça met en lumière ce que plusieurs analyses suggèrent en filigrane. P-Network, c'est pas juste une crypto-monnaie, c'est une tentative de créer une nation numérique. Une nation numérique? Oui, une nation avec ses propres citoyens, identifiés et vérifiés via le KYC, et sa propre économie circulaire. Le concept est vertigineux. Ça l'est. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Historiquement, la valeur de la monnaie, elle a toujours été garantie par la puissance d'un État, d'un gouvernement. Bien sûr. L'expérience paille, au fond, elle pose une question simple mais profonde. Une communauté mondiale, unie seulement par une technologie et une croyance partagée, est-ce qu'elle peut créer une nouvelle forme de monnaie légitime sans l'aval d'aucune nation? La réponse, quelle qu'elle soit, est en train de s'écrire sous nos yeux.